Eh bien, donc je suis entré comme ingénieur au fourneau. C'est un engin, je crois que de toute la sidérurgie, je dis ça avec du recul, puisque j'ai fait beaucoup de métiers, comme vous le savez, au cours de ma vie professionnelle, mais je pense que l'outil le plus emblématique de la sidérurgie à chaud, et même de la phase liquide, qui est une partie de la sidérurgie à chaud, c'est le haut fourneau, parce que c'est une drôle de bête, le haut fourneau. C'est un engin, j'ai déjà comparé ça un peu à l'être humain, quand on est malade, ben, le médecin, il sait mettre le thermomètre, il sait faire une radio, enfin, il a quelques indices, mais il sait quand même pas aller voir à l'intérieur, enfin pas tout à fait. Le haut fourneau, c'est la même chose, même encore aujourd'hui. C'est un engin quand même, c'est un processus continu, ça ne s'arrête jamais, on ne sait pas voir à l'intérieur non plus, enfin pas très loin, et on doit le conduire, encore aujourd'hui, avec des indices qui ressemblent un peu aux indices qu'un médecin a quand vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez très bien et qui doit vous examiner. En plus, c'est quand même un outil, c'est le chaud, et c'est le début du processus, on transforme des cailloux en métal liquide. Donc je crois que tous les sidérurgistes seront à peu près d'accord, et surtout les hauts fournistes. C'est l'outil premier de la sidérurgie. Donc c'était mon rêve d'être là. Alors j'ai eu finalement énormément de chance dans ma vie professionnelle. L'outil le principal, c'est la pelle. La pelle, il nous fallait tout le temps la pelle parce qu'on travaillait tout le temps avec du sable. Donc, quand le haut fourneau il se bouche, les routes où la faute il allait, il reste toujours la matière de la faute. Alors on nettoyait ça, et on remettait du sable pour pas que la faute il colle dans le béton. Et ça risque le béton de casser aussi. Alors là, on mettait du sable. Et ça sert aussi que quand avant de couler, on fait une digue de sable pour que si aucun qui viendrait le laitier trop vite, pour pas que le laitier ait la faute, donc il monte et risque que la faute il aille à la place du laitier. Ça c'est dangereux, c'est ça. J'étais là, j'étais présent. Quand il y a une explosion énorme, une explosion, c'est une chance incroyable qu'il n'y ait pas eu un seul blessé, parce que c'était le laitier la faute qui allait à la place du laitier. Et alors, avec le jet d'eau et le garde, il y a eu une explosion. Tous les couvercles qui étaient avec des vis, il s'est sauté au lait, arraché les toits et tout ça. C'était énorme. Alors là, c'est comme je dis, il fallait vider le haut fourneau, il l'a laissé vide. Et c'est parce que de danger, il y en a. Sinon, non, le travail, naturellement, bon, le travail en 68 et le travail quand j'ai parti, c'était plus rien. Enfin, on aurait pu mettre des pâtes ici. Carrément. C'était toute machine. Ouais. Que moi, quand j'ai commencé, c'était des barres de 7-8 mètres de long, des gros diamètres. Il fallait être 7-8 personnes à tenir cette barre-là pour essayer de nettoyer. Que vers la fin, c'était des pots clairs, de tout, enfin. Il n'y avait que 4-5 fourneurs, et pour finir, s'il fallait 10 hommes, 15 hommes, 20 hommes, c'était des entrepreneurs qui venaient avec des hommes, là. Et pour l'entretien du fourneau? Pour l'entretien et la vitesse, donc il fallait pas trop traîner. Donc s'il fallait 20 hommes, on mettait 20 hommes, on mettait des machines, qu'avant, en 68, les machines n'existaient pas. Mm-hmm. Donc tout se faisait à la main. Donc il fallait beaucoup de main d'œuvre. Je me rappelle en 68, pour 4 petits fourneaux, on était 130, 140, si c'est pas plus. Et quand j'ai terminé, donc il y a 10 ans d'ici, 10 personnes, c'était suffisant. Non, on l'a mis en manuel, en 60. Mais je vais dire que la technique qui était là, c'était quand même pour l'époque la technique la plus moderne. Mais seulement, ce n'était pas de l'électronique, c'était de l'électromécanique à l'époque. Donc ce sont des contacteurs qui s'ouvrent, qui servent, clac, 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 clac,
toute la journée dans la salle des machines. Et puis on a remplacé tout ça par de l'électronique. En même temps, le premier ordinateur qu'on a mis à Chertal, je crois que c'était Westinghouse, ça s'appelait le P250, qui travaillait pour le dégrossisseur. Donc on essayait déjà à l'époque d'automatiser une machine. Je ne me rappelle pas l'année, hein. Et puis après ça a changé, on est passé vraiment complètement à l'automatique en supprimant tous les tiroirs, en bougeant des thyristors, les contacteurs électromécaniques, tout ça a été supprimé. Et puis, à un moment donné, on a dit, voilà, on va mettre les ordinateurs. Oui, oui, c'était magnifique, c'était extra. Oui, c'était, je ne dirais pas primaire, mais il avait fallu l'organiser, ce chose-là, parce que vous avez le lingot, par exemple, qui sort du four et qui vient et qui tombe sur des rouleaux. Les rouleaux qui le conduisent par là. Mais il ne doit pas aller là, il doit aller là. Alors, il y a un aiguillage qui se fait, que vous commandez, l'aiguillage pour le conduire vers le laminoir. Quand il sort la troisième fois du laminoir, il revient sur des rouleaux, et c'est un autre, qui est dans une cabine là, qui change la direction et qui le pousse vers l'autre laminoir. Ouais, c'était une mécanisation, c'était bien fait, ouais. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Une firme, même comme Siemens, etc., vient installer du matériel qui parfois ne dépend même plus de lui. On ne sait plus trop à qui il faut s'adresser. Par exemple, quand on a modernisé la cisaille, non pas celle dont je parlais tantôt, mais la cisaille qui coupe le produit devant le train à bande dougrée, c'est le technicien de Siemens qui est là. À un moment, il doit installer un soft pour faire marcher ce qu'il est en train de faire. Il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Il téléphone à la maison mère et on lui dit tu vas voir sur Internet, à tel endroit tu trouves. Donc en fait, on dépend de personnes qui, à la limite, au bout du compte, on ne sait plus trop qui fait quoi. Donc vraiment le contraste par rapport à l'époque à sec où on allait engueuler le type. Ouais. Voilà. Ouais. C'est comme ça maintenant. Hein. Il faut dire aussi que le système, le premier dont j'ai parlé, qui visait à faire fonctionner le laminoir en automatique, ne marchait pas trop bien à Chertal. Pas qu'il marchait moins bien qu'à Gand, mais comment vais-je dire, la discipline à Chertal et à Liège en général n'est quand même pas toujours ce qu'on voudrait. Le lamineur aimait mieux de tenir ses manettes lui-même, et donc ça l'embêtait de mettre en œuvre le système automatique. Il faut dire aussi qu'il restait sans doute quelques défauts. Parfois il mettait en œuvre, on changeait de qualité d'acier, catastrophe, ça se passait très mal, donc il disait non, je n'en veux plus. Donc en même temps, mon nouveau chef de service me dit, tu devrais quand même un peu aider à regarder. Donc j'ai passé des heures et des nuits, même à côté, dans la cabine de pilotage du laminoir, à me rendre compte de ce qui n'allait pas et des raisons pour lesquelles on coupait le système automatique. Et puis les ouvriers dans la cabine se rendaient bien compte que le jour où l'automatique marcherait vraiment bien, on aurait sans doute un ou deux pilotes en trop dans la cabine. Donc il y avait un peu ce débat là-bas. Et là, j'ai été vraiment fort impliqué là-dedans, étant en production maintenant, parce qu'évidemment, quand on était en automatique, il n'y avait pas photo sur les résultats. Quand ça marchait bien, les épaisseurs étaient beaucoup plus précises. Le lamineur, lui, il avait ses petits carnets, il réglait ça comme ça. Si c'était un bon, et avec un bon petit carnet, c'était à peu près bon. Si c'était un nouveau, ça faisait aussi des catastrophes, mais celles-là, on les oubliait vite, etc.